de l'évaluation. Et en regardant précisément les objectifs, on peut facilement comprendre le reste de votre présentation. Donc, si vous pouviez, vous auriez pu écrire les objectifs à cette diapositive-là, et moi, ça m'aurait aidé personnellement à suivre davantage le fil. Sinon, le reste est, comme outil de présentation est excellent. Maintenant, quelques détails sur le contenu de votre présentation orale. Donc, vous avez fait le tour du jardin à l'intérieur de votre soutenance, donc vous avez bien couvert l'ensemble de ce qui était dans votre mémoire. Et vous avez aussi ajouté, et ce que j'ai beaucoup apprécié, une analyse stratégique approfondie dans la dernière version de votre mémoire. Ce qui était absent, vous aviez déjà une bonne réflexion à l'intérieur de la première version, mais vous avez vraiment pris en compte la suggestion qui vous a été faite de faire une analyse stratégique, produire une analyse stratégique sur le thème de votre mémoire. Et j'espère que cette analyse vous a été pratique et qu'elle vous aidera aussi dans les activités que vous avez incluses dans le plan d'action dont je vais discuter dans un instant. Vous avez à la diapositive 8 énoncé certaines leçons tirées de votre expérience. Ce sont des leçons intéressantes. Vous pourriez y ajouter des leçons un peu plus précises sur l'activité elle-même que vous avez conduite. À la fois sur le contenu, j'allais dire même à la fois sur le thème. Vous l'avez évoqué un peu dans les forces ou les faiblesses. Vous avez dit que la gestion financière, c'est un peu un sujet tabou. Oui. Effectivement, c'est toujours un sujet qui est délicat à traiter à cause de tous les non-dits, à cause de tous les enjeux qu'il y a derrière la gestion financière. Et donc, il y aurait peut-être une réflexion à faire sur, justement, puisque c'est un sujet tabou, comment avez-vous fait, est-ce que vous avez bien réalisé le tabou et comment le contourner, si vous l'avez bien fait, en prendre une note pour vous le rappeler, s'il y a eu des difficultés, peut-être une réflexion sur comment faire une prochaine fois pour aborder ce tabou d'une façon différente. Donc, c'est une réflexion sur le thème de formation que vous avez fait, éventuellement sur les objectifs que vous avez visés, est-ce qu'ils étaient vraiment ceux que vous aviez besoin de viser, sur les activités menées, est-ce que chacune des activités était nécessaire, est-ce qu'il y avait trop d'activités par rapport au temps que vous avez eu à consacrer à la formation? Si oui, qu'est-ce qu'on devrait peut-être supprimer ou condenser? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour les prochaines fois? Donc, une réflexion vraiment sur l'activité que vous avez menée en tant que formatrice. Parce que l'activité que vous avez menée est en même temps une activité d'apprentissage pour vous, parce que c'est probablement ou vraisemblablement une des premières mises en œuvre de l'ingénierie de formation qui vous a été proposée. Donc, vous l'utilisez comme activité d'apprentissage pour vous améliorer en tant que formatrice pour une prochaine activité. Je vais m'arrêter là pour le moment et je vais donner la parole à M. Merci. Merci, M. Charron. Bon, Mme Chaud, moi aussi, je suis pas peu intéressé par votre présentation PowerPoint, comme j'avais été intéressé d'ailleurs par la lecture de votre mémoire. Alors, quand il y a des soutenances et que l'on a un grand nombre de mémoires à voir, on a aussi tendance de temps en temps à faire des comparaisons entre les mémoires, et je dirais que ce qui m'a frappé dans le vôtre, c'est une analyse des besoins de formation tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle dans la mesure où vous étiez seul et où vous avez fait un travail très fouillé et remarquablement exprimé. Alors, par contre, un point non pas négatif, mais qui mérite peut-être une petite attention dans un mémoire de master, c'est tout l'historique, toute la présentation du système éducatif nigérien avec un historique tout à fait intéressant.
Ivoirien. Ivoirien, pardon. Pardon. Vous voyez, on saute d'un pays à l'autre, excusez-moi. Présentation donc du système éducatif ivoirien, très intéressant, mais et puis de l'organigramme, bon, etc. Est-ce que le cadre juridique, bon, tout cela est très intéressant, mais c'est peut-être un peu trop abondant pour le mémoire qui nous concerne et peut-être pas assez, dans ce cas, vous ne mettez peut-être pas tout à fait assez en évidence la relation avec le projet professionnel. Alors, bon, tout ce que vous avez écrit, c'est à conserver et ça peut sans doute être utilisé dans un cadre, je dirais, plus large que celui du master. Alors, j'aurais malgré tout une question à vous poser. Vous avez, sur l'évaluation, vous avez parfaitement conscience que vous avez réalisé l'évaluation à deux. Vous l'avez comment vous l'avez indiqué avec votre PowerPoint et commenté. Et j'aimerais quand même savoir ce que vous entendez par évaluation des acquis des apprenants, une évaluation objective, donc le deuxième type d'évaluation, ce que vous entendez par cette évaluation objective. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Non, on ne nous entend pas bien, mais je coupe le micro pour éviter les échos s'il y en a. Ah, d'accord. Je coupe le micro ici. Oui. En fait, au niveau de mon travail, j'avais, après coup, je m'étais dit que j'aurais dû porter mes évaluations sur les objectifs pédagogiques. J'en avais de trois sortes et donc j'aurais pu utiliser l'un des outils qui nous était enseigné, qui nous avait été enseigné, l'outil PP3 évaluation apprentissage, qui présentait sur cette grille-là les objectifs pédagogiques. Et donc, les formateurs auraient précisé leur satisfaction par rapport à l'atteinte de l'objectif 1 concernant les notions, par exemple, de l'objectif 2 concernant, par exemple, les documents comptables et l'objectif 3 concernant les compétences, la conception, pour voir quel est le degré d'apprentissage qu'ils ont pu atteindre. Mais ça, je n'ai pas fait. C'est ce que j'ai déploré. D'accord. Bon. Oui. Vous avez, maintenant quelques commentaires sur votre analyse stratégique. Vous avez mentionné, je me retrouve à la page 60 de votre mémoire, vous avez produit un graphique sur les soutiens et les antagonismes au sujet de la formation gestionnaire. Oui. Vous avez indiqué que le syndicat des éducateurs, et là c'est une question d'éclaircissement de ma part, le syndicat des éducateurs pour vous était un antagoniste à la formation des gestionnaires. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous considérez le syndicat comme un antagoniste à la formation des gestionnaires? Il faut dire que dans notre système éducatif, les éducateurs ont des velléités. Ils ambitionnent de prendre des postes de chef d'établissement, de directeur d'école, à l'instar de leurs confrères français. Je veux parler des inspecteurs d'orientation, des inspecteurs d'éducateurs à qui on a ouvert les portes donc, de cette fonction. Et dans notre espace scolaire, ici en Côte d'Ivoire, ce personnel d'encadrement-là ambitionne également cela. Et donc, les syndicats sont très actifs par rapport
à cette grande ambition et du coup, il s'oppose en adversaire à l'association, qui n'est pas un syndicat, à l'association des chefs d'établissement et adjoints de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux refusent de travailler sous l'autorité des adjoints au chef d'établissement. Alors, professionnaliser le métier de chef d'établissement, c'est donner des moyens aux chefs d'établissement de les combattre. Et donc, il ne serait pas pour cela. Même si, bien plus tard, ça pourrait les servir, mais ce personnel d'encadrement, tant que le directeur d'école, le directeur d'établissement est affaibli, je me permets de dire que cela les arrange. Voilà. Et le souhait, c'est que les chefs d'établissement ne constituent pas une corporation forte pour pouvoir chaque fois les enquiquiner et essayer de prendre le dessus. C'est un peu cela que j'ai voulu exprimer. Et cela se voit lorsque nous sommes à des ateliers de réflexion sur un certain nombre de situations dans l'organisation l'organisation du travail des établissements. Et ils sont toujours en conflit, le personnel d'encadrement et les chefs de structure, les directeurs d'école, d'établissement et leurs adjoints. D'accord, merci de cet éclaircissement. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié votre plan d'action et je vous avoue, plusieurs étudiants nous ont présenté des plans d'action qui proposait qu'il faut que le ministre fasse ceci, il faut que les directions régionales fassent ceci, il faut qu'un tel fasse cela, il faut qu'un tel fasse cela. Et j'avais peu de confiance que l'étudiant en question avait, disons le mot, le pouvoir de mettre en œuvre ce plan d'action, avait les ressources nécessaires ou éventuellement les postes nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action qu'il proposait. Votre plan d'action est très précis, il a même un calendrier, et il précise qui est responsable de quelle activité, avec quels moyens, avec quels résultats. Quelle est, selon vous, la probabilité que ce plan d'action soit mis en œuvre? Je voudrais là-dessus d'abord présenter ma personne comme une opportunité. Je suis moi-même, j'ai été anciennement chef d'établissement, donc j'arrive à entrer dans le milieu de ces associations professionnelles des femmes chefs d'établissement, d'ailleurs j'en suis encore la conseillère, et ainsi que l'Association nationale des directeurs d'établissement de Côte d'Ivoire. Donc ce sont des personnes que je viens de quitter dans les fonctions, donc avec qui je peux parler aisément, et déjà ce travail de sensibilisation, je l'ai déjà commencé depuis quelques années, parce que comme je le disais, moi-même j'ai eu à expérimenter ces insuffisances-là dans mes fonctions de proviseur, et donc depuis que j'ai quitté mes fonctions et que je suis maintenant en centrale, je les encourage chaque fois à se prendre en charge au niveau de leur formation continue. Donc c'est un travail que j'ai déjà commencé et maintenant je vais me rendre peut-être un peu plus officiel par le biais de ce plan d'action. Ma deuxième casquette, je dirais, c'est ma fonction à la DRH. Comme chef du service de la formation continue, alors je suis bien placé pour faire des propositions au cabinet du ministre concernant l'institutionnalisation. D'ailleurs, nous avons depuis quelques années rendu bien concret la formation à la prise de fonction des futurs chefs d'établissement. Cela depuis 3 années, nous le faisons systématiquement et il est question maintenant de prendre un texte pour officialiser, pour institutionnaliser ce processus-là. Enfin,
concernant la politique de formation continue, je veux dire que c'est la mission même de mon service, pouvoir élaborer une politique de formation continue pour les gestionnaires. Donc je dois dire que cela est à ma portée, il suffit que je me mette au travail, que je m'en donne les moyens. Avec mon équipe de la DRH, on pourrait assurer cela. Et je le disais, dans ce plan d'action, il y a un travail de réflexion qui a débuté à l'Inspection générale de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire sur un répertoire métier. Et donc, je disais que je pourrais me fonder là-dessus, profiter de ce travail qui est en train d'être fait pour aller au-delà avec un référentiel de compétences. Et enfin, pouvoir mettre en place pour les gestionnaires du système éducatif ivoirien un plan de formation prénale. Ça, tout ce que je viens d'énumérer est possible en raison de mon positionnement stratégique à la DRH. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, Mme Chou. Alors, ça nous donne bien confiance que le plan d'action est réalisable. Et nous vous souhaitons bonne chance dans sa mise en œuvre. Merci. Un dernier commentaire sur le contenu de votre mémoire. L'un des éléments que vous avez mentionné à la page 58, c'est les problèmes et les enjeux relatifs à la formation et à la professionnalisation des gestionnaires. Il arrive très souvent qu'on puisse identifier facilement les problèmes liés à quelque chose, mais il semble que très souvent on hésite à spécifier ces enjeux. Alors, les enjeux, c'est ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut perdre dans un domaine donné à cause d'un changement social. Alors évidemment, peut-être parce que vous êtes dans une position qui vous permettra de, j'allais dire, gérer ou de gérer ces enjeux, mais il y a certainement des enjeux financiers importants dans la formation des gestionnaires. Alors ça, tout le monde en est conscient. Alors, donc, je crois que c'est un enjeu qu'il faut clarifier à l'intérieur de la réflexion, mais il y a aussi des enjeux, vous en avez évoqué un, qui serait intéressant de mettre sur papier. C'est l'enjeu, par exemple, l'enjeu entre, j'allais dire, la profession enseignante et la profession de gestionnaire. Parfois, dans plusieurs pays, les gestionnaires se nomment encore des enseignants, se considèrent encore des enseignants, et ne voient pas bien la distinction entre les deux, alors que dans d'autres systèmes, la distinction est très claire. Alors c'est un enjeu, cette distinction entre les deux fonctions, les deux professions à l'intérieur du système, et il y a aussi tout l'enjeu de l'évolution de carrière par rapport à la formation des gestionnaires. Alors si je suis, moi, un gestionnaire qui a un poste depuis 10 ans ou 20 ans, et que je n'ai pas de formation, un enjeu pour moi, c'est mon poste même qui pourrait m'être enlevé parce que je n'ai pas eu de formation, alors que des plus jeunes que moi qui ont une formation pourraient avoir accès à des postes qui me seraient interdits par mon manque de formation. Alors, le fait de réfléchir à ces enjeux, ça donne aussi une connotation réaliste à parfois des politiques qu'on veut mettre en œuvre et qui sont bloquées par certains personnels. Mais très souvent, toutes ces choses-là sont aussi des tabous qu'on n'ose pas dire. Enfin, je pense que vous êtes certainement conscient de tous ces enjeux-là. Il serait intéressant de les inclure éventuellement dans votre mémoire, ou certains d'entre eux. Voilà. C'est une autre peut-être proposition d'enrichissement, si vous le souhaitez, à l'intérieur de votre mémoire. Mais donc, nous allons maintenant nous retirer pendant quelques instants pour délibérer sur l'admission de soutenance. Nous vous revenons dans quelques minutes. Avec votre permission, pour revenir à M. Clévy concernant la première partie, c'est vrai, mais je dois dire que j'ai été tellement heureuse de suivre cette formation en gestion des systèmes éducatifs qui m'a permis d'acquérir un lot de connaissances et qui m'a permis de mettre un nom sur ce que j'ai produit. Donc la tentation a été bien forte de présenter le système éducatif ivoirien, surtout en lien avec des questions financières. C'est certainement une faiblesse, mais la tentation était très grande parce que c'était une grande première aussi pour moi et pour plusieurs d'entre nous ici en Côte d'Ivoire
de suivre, de pouvoir avoir toutes ces notions concernant la GSE. Je vous remercie. D'accord.